Ryan voudrait partir. Rana aimerait rester. Tôt ou tard, tous les Libanais, de génération en génération, sont confrontés à la même tentation, l'exil. Ah oui. C'est l'histoire d'un pays 100 fois détruit, 100 fois ressuscité. Le 4 août 2020, l'explosion de 2700 tonnes de nitrate d'ammonium pulvérise le port de Beyrouth et une partie de la ville. Plus de 200 morts, près de 10 000 blessés et 300 000 personnes désormais sans abri. Le drame a endeuillé Beyrouth, mais réveillé la révolution. مجلس النواب للشعب مش لهم هيدا غلنا بدنا نفوت عليه بدنا نحكم وبدنا نعمل بلد. 4 jours après l'explosion, comme à l'automne 2019, ils sont des milliers dans la rue pour crier leur colère et réclamer le départ de leurs dirigeants. Pourquoi un pays avec de tels atouts, avec tant de talent, vit-il un éternel naufrage ? C'est un peuple qui a été volé par sa classe politique. Au banc des accusés, les chefs des communautés libanaises. Depuis des décennies, ils ont confisqué le pouvoir et les richesses. On retrouve un peu partout une perte de confiance dans les institutions politiques, soit les institutions politiques libanaises, françaises, chiliennes ou algériennes. C'est-à-dire nous sommes maintenant tellement exclus des institutions que nous ne comptons pas, nous sommes méprisés. Un peuple méprisé par ses dirigeants et agressé en permanence par les pays de la région qui se font la guerre sur son sol. Le Liban est otage de beaucoup de choses. Il est otage du Hezbollah, il est otage d'Israël, il est otage de l'Iran, il est otage des États-Unis. Le Liban est otage de toutes les contradictions de la région. Le Liban s'est bâti sur un rêve, celui du vivre ensemble entre communautés chrétiennes et musulmanes. Le Liban avait tout ce qu'il fallait pour être le laboratoire de ce vivre ensemble. Il y a quelque chose qui est arrivé à un moment donné qui a détraqué le pays. Et le pays ne s'est jamais complètement remis en selle. Le confessionnalisme a tout détruit. C'est contre lui que la jeunesse libanaise se lève aujourd'hui. Hiba est une influenceuse à succès sur Instagram. À l'automne 2019, cette jeune femme, issue d'une famille sunnite, est l'une des premières à marcher vers la place des Martyrs au cœur de Beyrouth, pour participer à la révolution qui vient de commencer. C'est là que je suis née pour la deuxième fois, le 17 octobre. Comme des centaines de milliers de Libanais, ce jour-là, Hiba réclame la démission des gouvernants qui s'accrochent au pouvoir depuis près de 40 ans.
On était juste ici, très nombreux. On était tous ensemble. On parlait tous ensemble, on échangeait des idées, au-delà de nos appartenances et de ce qui nous sépare, dans un profond respect. On était en train d'avancer, on faisait bouger les choses. Les 2 premiers mois de cette révolution m'ont profondément changé. Ça a modifié mes croyances. Ça m'a permis de tisser de nouveaux liens d'amitié. Pour moi, il y a un avant et un après. Et je suis sûre que nous sommes nombreux dans ce cas. Dans toutes les villes du pays, au même moment, un Libanais sur 4 descend dans la rue. Chrétiens, musulmans, laïcs, tout un peuple dénonce l'incompétence et la corruption de la classe politique. Ce qui était impressionnant, c'est cette masse. Bon. Et ce n'était pas une foule bête. 1 200 000 personnes, c'était 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1. C'était absolument extraordinaire. C'était une foule intelligente. Les revendications étaient surtout sociales, étaient des revendications de refus d'un ordre établi. C'était un mouvement qui a voulu casser un statu quo et passer à autre chose. C'est peut-être, je dirais, la saveur de ce que révolution veut dire au 3e millénaire, ce que révolution veut dire au 21e siècle. C'est-à-dire, véritablement, nous sommes le peuple porteur de la seule légitimité qui compte et nous nous sentons totalement exclus. J'ai vu des jeunes de 15 ans, 16 ans, 18 ans qui nous avaient dépassés par leur mentalité, qu'ils n'avaient pas ni la conscience de la guerre civile. Quand on leur disait « faites attention, peut-être qu'on va avoir une guerre civile », ils ne savaient pas ce que c'était. Qui sont beaucoup plus ouverts confessionnellement que nous. Ils ont cassé tout ce tabou. Donc j'y ai cru à un certain moment. J'ai dit non. Ceux-là, ils vont gagner. Le 17 octobre, c'est la vie qui reprend le dessus. Oui, nous sommes là, nous allons, au-delà de nos appartenances communautaires, musulmans, chrétiens, enfin, nous allons nous occuper du pays. Pour barrer la route aux manifestants, les autorités érigent des murs de béton autour du Parlement et des principaux lieux de pouvoir. Le Parlement est juste derrière ce mur, qu'on appelle le mur de la honte. Tous ces murs, on les appelle les murs de la honte parce qu'ils les ont construits pour nous interdire l'accès à ces lieux. Ce slogan s'adresse au gouvernement. Il veut dire « on n'a pas confiance en vous, tous autant que vous êtes ». Ça veut dire qu'on est contre tous ces dirigeants, tous sans exception. La seule chose qu'ils ont réussi, c'est détruire ce beau pays, vraiment. Et même quand on s'est battu dans la rue, ça n'a jamais été contre l'armée ou contre la police. En fait, on s'est autant battu pour nos droits que pour les leurs. Les manifestations se succèdent et se durcissent. Jusqu'à obtenir, le 29 octobre, une première victoire.
la démission du Premier ministre Saad Hariri. La chute du gouvernement n'éteint pas la révolte. La population ne supporte plus ni la corruption, ni l'inflation, ni le chômage. Une nouvelle taxe va mettre le feu aux poudres. La taxe WhatsApp a été l'élément de trop parce que c'est vrai que c'était encore quelque chose de gratuit qui permettait à beaucoup de Libanais de pouvoir communiquer entre eux au Liban, puisque le coût de la communication des téléphones mobiles au Liban est le plus cher au monde. Et les Libanais ont beaucoup de familles, d'amis à l'étranger, et donc WhatsApp est un moyen de rester en contact. Donc ça a été perçu comme encore une fois une mafia qui essayait de couler, de tirer le maximum d'une population qui n'en pouvait plus. C'est un peu comme un château de cartes qui s'est écroulé, qui s'est effondré. Un château qu'on a toujours voulu croire ou toujours voulu voir comme un château fort. Et on a beau l'imaginer, mais quand ça s'écroule, on peut s'attendre au pire, mais on n'est jamais préparé vraiment autant. Le Liban, c'est un refuge promis par la France aux chrétiens du Levant, victimes de nombreux massacres au XIXe siècle. La Première Guerre mondiale n'est pas encore terminée, mais Britanniques et Français misent déjà sur la chute de l'Empire ottoman, allié de l'Allemagne. Dans le plus grand secret, les accords Sykes-Picot, du nom des négociateurs anglais et français, redessine la carte de cette région du monde. En rouge, la zone d'influence britannique. En bleu, la zone d'influence française. C'est là, à l'ouest de la Syrie, que la France crée le Grand Liban autour de 4 ports. Tripoli, Beyrouth, Saïda et Tyr. Dans ce nouveau pays se côtoient chrétiens majoritaires et population musulmane. L'idée de rassembler dans cette région du monde toutes ces communautés avec leur passé différent et d'en faire une nation plurielle, c'est un projet important et pour ces communautés, et pour cette région, et pour le reste du monde. La constitution du Grand Liban est rédigée en 1926. Par souci d'équité, elle établit une répartition des pouvoirs selon le poids démographique des principales communautés. Le président sera chrétien, le chef du gouvernement sunnite et le président de la Chambre chiite. Mais, attention, il est dit, et ça c'est très important, que cette institutionnalisation du confessionnalisme politique devra être transitoire, ne pas nuire aux intérêts de l'État et se faire dans un souci de concorde et de justice. Ce qui était prévu au départ comme étant un système transitoire va finalement finir par être un système durable. Et au lieu de ne pas nuire à l'État, cela finira finalement par être un système qui va être un système de discorde et non pas un système de concorde. Confirmé à l'indépendance en 1943. Ce modèle confessionnel est toujours en vigueur aujourd'hui et il a tout abîmé. Le recrutement d'un individu ne se fait pas en fonction de ses compétences, mais selon son appartenance communautaire. Et ce système provoque clientélisme et corruption. Le Liban est un pays communautaire. On est chrétien orthodoxe ou maronite ou sunnite. On se marie à l'église ou à la mosquée, donc c'est un contrat qui est religieux. On meurt et on partage l'héritage d'une façon confessionnelle. Donc quelque part, la religion au Liban n'est pas une affaire de culte privé. C'est une affaire d'organisation sociale, d'organisation communautaire. Au Liban, la communauté écrase l'individu.
C'est contre ce modèle de société que Rayan et Rana se battent. Il est chiite, elle est chrétienne. Puisque l'union civile n'existe pas dans leur pays, ils se sont mariés à Chypre comme beaucoup de jeunes Libanais. À l'automne 2019, ils ont cru à la naissance d'un Liban non confessionnel. Il y a un an, on rêvait qu'on peut changer quelque chose. On peut, genre, si on fait la manifestation, si on descend dans les rues, les gens sont là, c'est beau, c'était... Il y avait un peu d'espoir, surtout beaucoup de rêves. Mais maintenant, je sens que même ça, je ne peux plus le faire. Tu te souviens ce qu'il m'a dit Abbas autrefois, c'est si on ne peut pas changer, peut-être il faut... Si on peut pas, oui, si on peut pas changer un pays pour qu'on puisse se sentir à l'aise comme on est, il faut peut-être aller quelque part où on se sent à l'aise comme on est. C'est-à-dire quitter le pays. Ça, c'est quitter le pays. Et pour toi? C'est le pays qui nous a quittés. C'est le pays qui nous a quittés. Parce que comme je te disais, il n'y a pas de pays. C'est quoi le pays? C'est une relation, oui, on l'a sûrement avec la patrie, mais bon, mais c'est une chose qui doit être réciproque. Rayan voudrait partir. Rana aimerait rester. Tôt ou tard, tous les Libanais, de génération en génération, sont confrontés à la même tentation, l'exil. Ah oui. Si Rayan doit partir pour son travail, oui, je partirai. Moi, ça me fera mal. Émotionnellement, ça me fera très mal. Oui. C'est chez moi, Yann. Non, j'ai pas un attachement rationnel avec les pays. J'ai un attachement irrationnel. Maintenant, est-ce que j'ai appris à aimer quelque chose de plus que mon pays? Oui, mon fils. Oui, oui. Le peuple libanais forme l'une des plus grandes diasporas de la planète. Près de 15 millions de ressortissants. C'est presque 3 fois la population du pays. Les Libanais vivent dans une tourmente perpétuelle, coincés entre 2 ennemis jurés, la Syrie et Israël. C'est un terrain où toutes les puissances régionales règlent leurs comptes. Je crois que c'est la faute des dirigeants du pays et pas seulement des dirigeants. Quand je dis les dirigeants sont quand même une émanation du pays. Ça, c'est la réalité. La faute, notre faute, de n'avoir pas su protéger ce pays de ce qui arrivait autour de lui. Il est évident que le Liban se trouve dans une région extrêmement compliquée, extrêmement dangereuse, où il n'est pas facile de se protéger. La descente aux enfers du pays est directement liée à la question israélo-palestinienne. Depuis 1948, date de la création d'Israël, chaque conflit entre l'État hébreu et les pays arabes déverse des flots de civils et de combattants palestiniens sur le territoire libanais. La création d'Israël a été un facteur de déstabilisation de l'ensemble de l'Orient arabe. Beaucoup de forces politiques au Liban ont considéré qu'il fallait faire cause commune avec les Palestiniens pour contrer la menace israélienne. On a d'un côté effectivement des mouvements politiques qui soutiennent la résistance armée, qu'on trouve plutôt dans les milieux musulmans, et d'un autre côté, des milieux chrétiens qui crient finalement à la remise en cause de l'État, de la souveraineté, de l'indépendance. L'accord du Caire vient souligner l'impuissance de l'État libanais. En 1969, Yasser Arafat et ses combattants obtiennent une liberté totale de circulation au Liban. Mr. Arafat, what are your impressions of the day today? You see, I feel that our revolution will continue till victory.
Le pays du cèdre est devenu la base arrière de l'OLP. Le 13 avril 1975, à Beyrouth, des inconnus tirent sur un grand leader chrétien. Il en sort indemne, mais son garde du corps meurt sur le coup. En représailles, ses partisans exécutent des militants palestiniens qui circulaient à bord d'un bus. La guerre du Liban vient de commencer. Elle va durer 15 ans. Faire 150 000 morts, 300 000 blessés et des centaines de milliers d'exilés. Ce sont des choses qu'on n'oublie pas, parce qu'en plus de la tristesse qu'on peut éprouver pour ce qui arrive dans le pays en général, on a les images directes de la guerre qui restent dans la mémoire et qu'on n'oublie jamais. À aucun moment je n'ai eu envie de m'engager dans ce conflit, ni dans un camp, ni dans l'autre. Je détestais ce conflit, je détestais tout ce qui avait conduit à ce conflit. Je n'avais aucune envie de participer d'aucune manière. Finalement, il était clair pour moi qu'il fallait s'éloigner. Pour combien de temps, je ne pouvais pas le savoir. Mais je n'imaginais certainement pas que ce serait 45 ans. Pour 45 ans et plus. Au bout de 6 mois de combat, une ligne de démarcation divise Beyrouth. À l'est, les chrétiens, à l'ouest, les musulmans. Pour contenir les Palestiniens, les chrétiens se tournent vers la Syrie. Avec la caution des États-Unis et d'Israël, le dictateur Hafez el-Assad envoie son armée. La Syrie craint que le conflit libanais déstabilise en quelque sorte son propre territoire. Il y a chez Assad la préoccupation de sécuriser en quelque sorte ses frontières et d'éviter une déstabilisation de son propre régime. Venues pacifier le Liban, les forces syriennes se transforment en armée d'occupation. L'armée syrienne se nourrissait au Liban en mettant en place tout un tas de trafics, de contrebande et en imposant des bakchiches, par exemple, à tous les barrages. Donc c'était aussi un moyen pour l'économie syrienne de pomper une partie des ressources du Liban. Les seigneurs de la guerre signent la paix à Taïf sous le parrainage des Syriens. Les contrats de la reconstruction sont faramineux. Ils vont attiser toutes les convoitises. Il y avait la part du gâteau qui allait aux Syriens, la part du gâteau qui allait aux grands politiques locales, ensuite les autres parts qui allaient aux politiques de moindre envergure, ensuite à l'administration. Donc finalement, sur un projet qui coûtait 100 millions, la valeur réelle du projet était de 20 et les 80 c'était des flux de corruption qui allaient des Syriens jusqu'aux Libanais. 30 ans après la guerre, l'eau courante n'est toujours pas potable. Et il n'y a que 2 heures d'électricité par jour. L'argent destiné à reconstruire les infrastructures du pays n'est jamais arrivé. À 85 km au nord de Beyrouth, Tripoli, le 2e port du pays. Cette ville sunnite est l'une des plus pauvres du Liban. Ici, en octobre 2019, toute la population s'est mobilisée. Pendant des mois, Harouk a battu le pavé pour dénoncer la caste au pouvoir.
Nous, on n'a pas les mêmes revendications que Beyrouth. Notre économie est catastrophique. Les députés et les ministres se foutent de nous. On régresse. Les gens n'ont plus de quoi manger. Pourtant, les parlementaires les plus riches du Liban sont originaires de Tripoli. Ils ne s'intéressent à nous qu'au moment des élections. Ils distribuent de l'argent juste pour s'assurer de notre vote, et après les élections, ils nous oublient. Dans les allées du marché de Tripoli, les acheteurs se font rares, car les prix sont devenus fous. C'était déjà l'une des raisons de l'insurrection d'octobre 2019. Qui avait jeté les gens dans la rue. Bonjour, comment ça va? Vous auriez une bouteille d'huile d'1,5 litre? Combien ça coûte? 1,5 litre? Elles font un peu plus d'1,5 litre. 1,8 litre. C'est 14 000 livres. Elle était à combien avant? 3 000. Elle est passée de 3 000 à 14 000 livres? À quel moment les prix ont flambé? Il y a 4 ou 5 mois, avec la hausse du dollar, et tous les jours les prix changent. Vous voyez, les prix ne baissent jamais. Ils ne font qu'augmenter. Même quand le dollar baisse, les prix flambent. Et vous avez moins de clients? Bien sûr. Regardez ce paquet de riz. Je l'achète 2400 livres et je le revends à 2500. C'est-à-dire que je gagne 100 livres. Même en vendant ces produits, il ne fait aucun bénéfice. D'ailleurs, les gens n'achètent plus. C'est bien ça? J'ai perdu 60% de mon chiffre d'affaires. Et ça ne va qu'empirer. On va tout droit vers la famine. Tant qu'on aura un État aussi nul, en tout cas. « 50 000 livres pour une bouteille d'huile, un pot de margarine et un sac de riz. » Avec ce billet, il y a quelques mois, Harouk nourrissait sa famille pendant plusieurs jours. Les gens n'en peuvent plus quand on parle de la famine au Liban. C'est quand même incroyable, parce que ce pays, sauf pendant la Première Guerre mondiale, n'a jamais connu la famine. Il peut être dans des situations très difficiles, mais il n'a jamais connu ces situations extrêmes. De voir les voisins au supermarché regarder une fois et deux fois le prix du sucre, du riz, du café, qui est du pain même, avant de le mettre dans le panier. Nous n'avons jamais vécu ça au Liban. Je pense que ce pays où je suis né, où j'ai grandi et que j'ai toujours aimé, que je continue à aimer, avait la possibilité de devenir autre chose. Et ça m'attriste profondément de voir qu'il s'est rabougri et qu'il souffre, que les gens souffrent pour vivre chaque jour, pour survivre. Et pourtant, le Liban a longtemps été le coffre-fort du Moyen-Orient. C'est un pays qui ne produit pas grand-chose, qui consomme beaucoup et qui est basé sur un afflux de capitaux soutenus qui vient de la diaspora libanaise. Donc la diaspora libanaise, il y a des Libanais partout dans le monde. Après, vous avez beaucoup de pétrodollars, des capitaux plus ou moins mal acquis ou bien acquis qui sont venus au Liban où le secret bancaire est absolu. Le Liban était la place financière régionale où tout le monde mettait son argent parce que vous aviez des taux d'intérêt qui étaient très intéressants, entre 10, 15 et 20%, ce qui est quand même quelque chose qui existe nulle part ailleurs. Tant que ça fonctionnait, c'est comme la pyramide de Ponzi, c'est-à-dire qu'on met de l'argent et on paye ceux qui arrivent avec l'argent de ceux qui vont arriver. Mais si l'argent n'arrive plus, ben ça s'écoule, c'est Madoff. La machine se grippe en 2011, avec la guerre en Syrie, qui déstabilise toute la région. Le Liban accueille 1,5 million de réfugiés. C'est un fardeau énorme pour un pays de 4 millions d'habitants. Progressivement, les monarchies du Golfe perdent confiance et placent ailleurs leur argent. La valeur de la livre libanaise s'effondre. La population veut retirer ses économies, mais les banques limitent drastiquement les retraits
c'est la faillite du système. On a vu pour la première fois depuis des années des files de personnes qui attendent avec les portes des banques fermées, alors que c'est du jamais vu. On a vu aussi des vieux venir demander à retirer immédiatement ce qui leur reste, le peu qui leur reste. On a vu les gens traiter les fonctionnaires des banques comme voleurs. C'est une confiance qui s'est cassée. Dans sa chute, la livre libanaise a emporté tout un peuple. À 26 ans, Harouk s'est jeté à corps perdu dans la révolution. Pour aider les plus pauvres, il a créé une ONG qui fournit de l'aide alimentaire à une trentaine de familles de Tripoli. Parmi les bénéficiaires, l'oncle et la tante du jeune homme, qui vivent avec leurs 7 enfants dans un 2 pièces fatigué. Salut. Tonton? T'es là? Comment tu vas? Comment vous allez? Ça va? Bien? Quand la colère populaire a éclaté, Mohamed et son épouse Fatat n'ont pas hésité à rejoindre les plus jeunes dans la rue pour dénoncer la corruption. Sur mon Facebook, j'ai toutes les photos de moi pendant la Révolution. Mais j'ai dû vendre mon téléphone pour manger. Du coup, je n'ai plus de téléphone. Il faut bien que je me nourrisse. Dès que j'ai quelque chose à vendre, je le vends. Parce que je ne veux pas mendier. C'est trop dur. Au Liban, pour 80% de la population active, les indemnités chômage ou les pensions de retraite n'existent pas. Au fil des ans, les inégalités sociales sont devenues abyssales. Ils nous ont assassinés. Ils nous ont confisqué l'air qu'on respire. Et malgré tout ça, on continue à les soutenir. Mais ça fait 20 fois que vous votez pour eux. Et si aux prochaines élections vous recommencez, vous allez ruiner notre révolution. C'est un pays confessionnel. Il ne changera jamais. Dans la famille de Harouk, le marasme économique a cassé l'espoir né pendant la Révolution. Pendant la guerre, c'était plus facile. Pourquoi? Il y avait de l'argent. Les choses n'étaient pas chères. On ne manquait de rien. Aujourd'hui, c'est tellement dur. Aujourd'hui, c'est pire que la guerre civile. Oui, mais pendant la guerre, il y avait des bombardements, il y avait des combats. Il y avait des bombardements, mais il y avait du travail. Aujourd'hui, c'est plus dur que pendant la guerre, parce que les gens ont faim. C'est la guerre de la faim. C'était mieux avant. Comme si les Libanais étaient frappés d'amnésie. Ils ont oublié que pendant 15 ans, l'horreur a succédé à l'horreur. En 1982, c'est au tour de l'armée israélienne d'envahir le Liban. L'État hébreu veut en finir avec Yasser Arafat et sécuriser sa frontière nord. Ces chars traquent le leader palestinien jusque dans Beyrouth. Pour la première fois, une capitale arabe est occupée par des soldats israéliens. C'est une humiliation qui est très, très durement ressentie, à la fois par les Beyrouthins et par les Arabes. Israël débarque au Liban avec ses chars et ses avions, ses bombes à fragmentation, ses bombes au phosphore. D'ailleurs, des types de bombes qui ont été utilisées lors de la guerre du Vietnam. Je me rappelle du siège de Beyrouth dans le moindre détail, les bombardements quotidiens, jour et nuit, les bombardements israéliens des quartiers résidentiels, mais je me souviens aussi de la formidable résistance que les Libanais et les Palestiniens ont opposée à l'invasion israélienne, malgré un déséquilibre très grand des rapports de force. Vous avez participé à cette résistance? Oui, comme beaucoup de gens de ma génération. Après 2 mois de siège, les 10 000 combattants palestiniens sont contraints de quitter le Liban.
Arafat se replie à Tunis. Israël s'est débarrassé de son ennemi numéro 1. Mais les combattants palestiniens sont très vite remplacés. Les groupes de jeunes Libanais se sont rassemblés pour se battre contre l'occupation, d'abord à Beyrouth et ensuite au sud Liban. Ils se sont organisés et ils ont commencé à mener des attaques contre l'armée israélienne, contre les forces d'occupation israéliennes au sud Liban. Cette résistance, c'est l'embryon du Hezbollah, le parti de Dieu. La milice chiite est soutenue par un nouvel acteur sur l'échiquier libanais, l'Iran. Le grand projet politique des Iraniens en 1979, c'est l'exportation de la révolution islamique. Et le terrain le plus favorable au départ pour lancer cette stratégie, ça a été le Liban. Puisque au Liban, il y a une communauté chiite, vous avez des responsables religieux qui ont tous fait leurs études dans les centres religieux iraniens et irakiens, chiites. Et donc, vous avez des liens privilégiés qui se sont noués entre les élites religieuses chiites, libanaises et iraniennes. L'Iran, un peu comme la Turquie, est une puissance régionale contrariée, frustrée. Et tant que l'on ne la reconnaîtra pas comme telle, elle aura ce comportement déviant que nous lui connaissons. En 1985, le Hezbollah sort de l'ombre. La milice armée est aussi une formation politique. Ses partisans, les chiites, les laissés pour compte de l'État libanais. Le parti pro-iranien bâtit pour eux des hôpitaux et des écoles. À coût de millions de dollars, Téhéran dispose désormais d'une frontière avec Israël. L'Iran a toujours considéré que Israël représentait une menace stratégique à l'Iran, donc d'où l'importance d'avoir un parti politique comme le Hezbollah aux frontières d'Israël et armé pour pouvoir bombarder Israël s'il y a une guerre. Sa milice libanaise permet à Téhéran de faire dérailler la stratégie régionale du géant américain. Les États-Unis, superpuissance mondiale, qui jusqu'à il y a peu couvrait 40% des dépenses militaires du monde, n'ont jamais véritablement réussi à reconfigurer le Moyen-Orient en fonction de leurs intérêts ou de leurs objectifs ou de leurs valeurs. On a toujours l'impression, dans cette région du monde, que tout ce qui arrive se décide à Washington, à Moscou. Et c'est une attitude que je n'ai jamais acceptée. On se laisse entraîner dans tous les conflits de la région. On ne sait pas donner la priorité à ce qui fait la raison d'être de son propre pays. Le chef suprême du Hezbollah, Hassan Nasrallah, est désormais l'ennemi numéro 1 des Israéliens. Et les Américains inscrivent le Parti de Dieu sur la liste des organisations terroristes. Sans le feu vert de la Syrie, le Hezbollah n'aurait pas eu les mains libres au Liban. La République islamique d'Iran est l'allié indéfectible de Bachar el-Assad. Au début des années 2000, les Syriens occupent le Liban depuis près de 30 ans. Ils ont fait main basse sur tout le pays. Crimes, tortures, enlèvements. Chaque famille libanaise est endeuillée. Au quotidien, l'occupation syrienne, c'était beaucoup de barrages qui étaient un peu partout et qui, pour contrôler, pour savoir qui faisait quoi et pour bien montrer à la population libanaise qu'elle n'était pas maître chez elle, que les maîtres, c'était les Syriens. On voit à quel point la Syrie est présente parce que les ministres à l'époque racontent dans leur mémoire qu'à chaque fois qu'il faut prendre une décision, il faut aller faire le chemin de Damas pour avoir l'accord de Hafez el-Assad, etc. En 2004, le Premier ministre Rafik Hariri veut s'affranchir du joug syrien. Il sait qu'il peut compter sur son ami Jacques Chirac et sur le président américain George W. Bush qui vient d'envahir l'Irak.
On voyait bien que Rafik Hariri prenait une certaine distance par rapport au pouvoir de Damas et que pour les Syriens, c'était insupportable puisque le Liban était une zone dans laquelle ils faisaient absolument ce qu'ils voulaient. Après l'invasion de l'Irak, certaines forces politiques au Liban ont estimé qu'on allait pouvoir enfin en finir avec la présence syrienne et s'allier aux États-Unis, et qui était considérée comme étant la partie victorieuse de la confrontation qui se déroulait au Moyen-Orient. À l'initiative de Paris et de Washington, l'ONU s'apprête à voter une résolution demandant le retrait de toute armée étrangère du Liban. Bachar el-Assad, qui a succédé à son père, comprend que la Syrie est visée. Il convoque à Damas le politicien libanais pour le mettre au pas. 6 mois plus tard, Rafik Hariri est assassiné. Sa mort déclenche un séisme. Tous les regards se tournent vers la Syrie. À mon avis, l'assassinat de Hariri était le geste de trop, oui. Oui, ça montrait quelque part que le régime syrien avait oublié comment gérer le Liban. À Beyrouth, une manifestation monstre réclame la fin de l'occupation syrienne. La révolution du Cèdre est enclenchée. C'est sans doute le premier printemps arabe. Il y avait un discours politique. Stop pour l'hégémonie syrienne et sortez de notre pays. Comme beaucoup d'autres, j'ai pensé qu'à ce moment précis, il était peut-être possible de sortir le pays de sa situation de dépendance et de donner un nouveau souffle à l'idéal national. 10 semaines après l'assassinat de Rafik Hariri, les troupes syriennes plient bagages. Pour la première fois depuis 30 ans, aucune armée étrangère n'occupe le Liban. Les manifestants réclament désormais la démocratie et la vérité sur l'assassinat de Rafik Hariri. L'un des stratèges du mouvement est Samir Kassir, le mari de Gisèle Khoury. Le 2 juin 2005, elle est aux États-Unis quand elle apprend que sa vie a basculé. Mon fils prend le téléphone, me dit « Maman, s'il te plaît, sois calme. L'explosion, c'est la voiture de Samir. » Je dis « Ok. Et Samir est où ?» Il me dit « Il est dans la voiture. » C'était des assassinats contre le futur. Parce qu'ils voyaient bien que ces leaders, c'était le futur de ce pays. Et voilà, 15 ans après, les jeunes reprennent presque les mêmes slogans. Un État de droit, un pays démocratique, un système politique qui ne peut plus rester. En moins d'un an, 12 personnalités libanaises sont assassinées. Politiciens ou journalistes, tous luttaient pour la démocratie et la fin du confessionnalisme. Et comme si le Liban n'avait pas droit à la paix, un an après le départ de l'armée syrienne, les blindés israéliens sont de retour. Cette fois, pour écraser le Hezbollah, qui multiplie les opérations militaires sur la frontière. Pour Israël, il est hors de question de laisser le Hezbollah indéfiniment se développer à sa frontière, avec les risques et avec régulièrement des attaques qui peuvent toucher le territoire israélien. Moi, je n'ai aucun doute sur les intentions belliqueuses d'Israël, que ce soit très très clair. Mais c'est le Hezbollah qui a déclenché cette guerre de 2006. Au bout d'un mois de combat, le bilan est terrible pour Israël, qui perd 167 hommes. Mais il l'est surtout pour le Liban. 1200 civils ont été tués et toutes les infrastructures sont une nouvelle fois à terre. Pourtant,
Hassan Nasrallah se pose en vainqueur. نحن أمام نصر استراتيجي وتاريخي. Au nom de la résistance à l'État hébreu, la milice d'Hassan Nasrallah est la seule à conserver ses armes. Grâce à cet arsenal, le Hezbollah peut imposer sa volonté à tous les autres partis libanais. Il n'y a aucun État souverain au monde qui puisse coexister avec une milice armée qui a son agenda, son financement, son idéologie, ses relations étrangères. Le Hezbollah n'est pas un parti politique. Le Hezbollah est un État. Un État dans l'État qui a voulu étouffer la révolution d'octobre 2019 et les désirs de changement de la jeunesse libanaise. C'est le dernier dimanche que Rana passe avec sa mère Gisèle. La journaliste part travailler aux Émirats arabes unis. Jamais depuis l'assassinat de son mari, elle n'a pensé quitter le pays. Mais dans le Liban d'aujourd'hui, plus rien ne lui ressemble. Et elle a décidé de partir. Je fais l'inverse, moi. En général, c'est les enfants qui quittent. C'est pas les parents. Là, c'est moi qui quitte. J'ai besoin de prendre de distance. De tout. Dans chaque famille libanaise, il y a une histoire de séparation. Tu sais, ça me fait de peine que ma mère s'en aille. Ça, c'est personnel. Maintenant, au niveau politique ou macro, ça veut dire que le pays est en train de pousser ces gens hors du pays. C'est ce que ça veut dire. Moi, j'ai subi la guerre. J'ai subi les horreurs de la guerre. J'ai subi l'émigration. J'ai subi la médiocrité de la classe politique. J'ai subi l'hégémonie syrienne. J'ai subi l'invasion israélienne. Nous sommes une génération qui a été sacrifiée, moi je pense. Ce qu'on a donné à nos enfants, c'est ce sentiment que sans la liberté, ce pays n'existe pas. Tremblement de terre, attentat à la voiture piégée, bombardement israélien. Le 4 août, les Libanais ont pensé à tout, sauf à la négligence meurtrière de leurs dirigeants. Quoi qu'il en soit, cette explosion est la résultante de tous les maux du Liban. Parce que le port était géré comme toutes les administrations publiques. Donc il n'y avait aucune... tout d'abord, c'était des clans. Donc il y a l'officier chiite avec l'officier maronite, avec l'officier sunnite, avec l'officier druze, qui chacun avait une part du gâteau. Donc quand vous êtes dans un contexte pareil, évidemment qu'il n'y a pas de gouvernance, évidemment qu'il n'y a pas de politique, il n'y a pas de maîtrise et de gestion des risques. C'était un moment très fort, émotionnellement très fort, très difficile à vivre et un moment de révolte. Mais il y avait quelque part aussi, très particulier à ce moment, une sorte de compassion généralisée. Tout le monde, partout dans le pays. Et pour la première fois, en tout cas de mon vécu à moi, où je vois tout le pays uni dans cette compassion, uni dans cette douleur. Il ne faut pas penser à ce qu'il peut y avoir de pire. Je pense qu'il faut s'attacher à l'espoir qui reste. Il faut se dire qu'à un moment donné, les gens se reprendront, ils voudront reconstruire ce qui a été détruit. Il ne faut jamais perdre espoir parce que le désespoir ne construit rien. La déflagration du 4 août a réduit en poussière le port et ravagé le plus ancien quartier chrétien de Beyrouth. Dès le lendemain,
Des milliers de jeunes bénévoles, issus de toutes les communautés, sont venus porter secours aux survivants. Il y avait une rue là-bas. Elle était complètement bloquée, couverte de gravats et de pierres. Et c'est nous, le peuple libanais, avec tous les voisins, qui l'avons déblayée. Il n'y avait personne du gouvernement. Mais quand on a eu fini, alors ils sont apparus pour soi-disant inspecter le quartier. L'explosion du 4 août a renforcé l'engagement de Hiba. Je me charge de vous envoyer un groupe de bénévoles pour vous aider à déblayer votre maison. Vous avez commencé à nettoyer? J'ai commencé à déblayer, j'ai fait ce que j'ai pu. D'accord. On va venir et voir de quoi vous avez besoin. Ok? Je vous promets que je vous envoie quelqu'un sans vous mettre sur la liste d'attente. Ok? Malgré le drame, Hiba ne veut pas baisser les bras. Au lendemain de l'explosion, elle a fondé un mouvement politique avec des militants laïcs. Ma plus grande crainte, le pire, ce serait qu'on s'adapte encore une fois. Ils nous volent notre argent, on s'adapte. Ils brûlent nos terres, on s'adapte. Ils stockent des armes de destruction massive sur notre sol et on s'adapte. Et on avance. On se dit, ok, c'est pas grave. Je veux que notre colère nous aide à transformer les choses. Vraiment.